Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est jeudi, nous sommes sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester, d'y être pour le grand forum avec aujourd'hui et des sujets qui vont nous occuper, nos débatteurs qui sont pas encore tout à fait arrivés, je dois vous le dire, hein. Oui, ça sent les vacances, ça sent le relâchement. Razik Mehti sera avec nous dans un instant, Rudy Kazi aussi. Pour parler de quoi aujourd'hui? Bien pour parler notamment de Manuel Valls, de Premier ministre à chroniqueur sur BFM TV. On vous retracera toute la carrière assez impressionnante de Manuel Valls depuis son départ de Matignon en décembre 2015. Vous allez voir que c'est passé quand même pas mal de choses, pas mal de revirements, comme nous l'a habitué d'ailleurs Manuel Valls. Et pourquoi il arrive sur RMC et BFM TV, eh bien on vous expliquera comme quoi c'est une petite histoire d'arrangement entre amis. Vous allez voir, c'est très simple. On parlera aussi de mesures de restriction imposées pour les non-vaccinés. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas au vu de ce pass sanitaire qui risque de se généraliser au vu de Covid-19 et surtout du variant Delta qui inquiète bien sûr. Et puis on recevra un invité tout à l'heure, un député LREM. Il est député de la première circonscription du Val-de-Marne, monsieur Frédéric Descrozaille, qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 à partir de 17h, sans oublier évidemment les 5 dernières minutes de l'émission, c'est Libertad, vous allez pouvoir nous régaler avec vos interventions en direct au 01 40 39 000, coup de gueule, coup de cœur, ce que vous voulez, libre antenne totale pendant les 5 dernières minutes au 01 40 39 000, un peu avant 18h. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum jusqu'à 18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce jeudi, ça sent bon les vacances, ça sent bon l'été. Nos vacances qui risquent d'être un peu perturbées, bah oui, ça désole notre ami Razik Mehti qui est avec nous en plateau. Ça va mon Razik? Bonjour à tous, ça va et toi Christophe, en forme? Pas de vacances de prévu? Non, ça va être très studieux pour moi cette année. Ah bon? Ouais, très studieux. Très studieux, c'est-à-dire je suis en préparation de... Bon, on peut en parler, on est entre nous. Je suis en préparation, en fait, depuis des années. Je me suis lancé dans un projet assez fou, qui était celui d'écrire l'épopée des coloniaux au sein des armées françaises, de 1830 jusqu'aux indépendances. Donc, partir de la conquête de l'Algérie, voir que dès le début, l'état-major français cible le fait de dégarnir les rangs adverses en employant pour la cause de la France des coloniaux, et voir comment ce laboratoire algérien a ensuite fait des émules, qui a donné ensuite naissance aux tireurs algériens, aux spahis algériens, aux tireurs sénégalais, aux goumiers marocains, et voir comment, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, tous ces hommes et certaines femmes, les rares femmes qui ont été admises, par exemple, à participer à la guerre durant la Première Guerre mondiale pour la France, sont souvent des femmes de goumiers marocains. Dont une très célèbre, et en fait mon but était de retracer l'histoire de ces hommes durant un siècle et demi, et de d'écrire leur histoire, parce que c'est un peu malheureux, on est dans un pays qui ignore qu'on a plus d'un siècle et demi de dénominateur commun, que nos aïeux se sont battus pas à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on était quand même sous le régime de l'indigénat, et qu'on était sous un régime pas de liberté mais de dépendance, mais que ces gens-là ont fait couler généreusement leur sang ensemble dans les tranchées de Verdun, ou pour libérer la Provence, ou pour libérer la France, ou pour aller très beau projet, l'Allemagne. Razik, franchement donc bravo. un très gros projet. Donc cet été on met les bouchées doubles pour travailler pour que la parution s'effectue en 2022. C'est lancer un pavé dans la mare des présidentielles, parce que je pense que les thèmes identitaires seront un petit peu sous les feux de l'actualité, et c'est bon de rappeler dans cette période islamophobe ou islamo-anxiogène, j'en sais rien, je sais pas comment le dire, rappeler que le sang colonial et le sang musulman a été versé généreusement au profit de la République, et que ça posait aucun problème. On pourra parler éventuellement à monsieur le député qui sera avec nous tout à l'heure, Frédéric Descrozaille, qui est le premier député de la première circonscription du Val-de-Marne. Alors lui,
il est plutôt dans l'économie. Il fait partie de la commission des affaires économiques. Il a été, pour vous donner un petit peu le truc, adhérent au Parti socialiste pas très longtemps. Puis il a rejoint en 2007 François Bayrou. Et puis il a rejoint LREM en 2016. Donc il est député LREM à l'Assemblée nationale. Il sera avec nous tout à l'heure. Mon petit Razik, tiens, il y a un truc qui me dit que les meilleures idées, ce sont celles qui arrivent comme ça de manière spontanée. Ouais, on est d'accord. Et là, je me dis qu'on est en plein mercato et qu'il se passe des choses absolument extraordinaires. Ça bouge. Ça bouge extraordinaire. Alors, ce que je te propose, je sais que tu peux pas venir toutes les semaines dans l'émission parce que tu travailles, t'es très occupé. Mais on va fixer un rendez-vous une fois par semaine dans cette émission. Je t'appellerai et tu nous donneras les dernières nouvelles du mercato de la semaine. T'es au fait de tout, hein, mon Razik. T'es au fait de tout. Et ça va commencer tout de suite. Tout de suite, mon. Prends au dépourvu. Bah oui, je te prends au dépourvu. Mais t'es prêt, je le suis sûr, parce que voilà, je te connais. T'es pas quelqu'un qui se défile. Et pour le coup, voilà, c'est important. Alors, on va parler tout de suite de ce mercato qui a débuté quand, le 1er juillet? Oui, voilà. Et bien, il y a déjà des choses extraordinaires. Oui, ça a bougé. Alors, justement, mon Razik Metiche, on va s'intéresser évidemment principalement aux grandes équipes. La France, évidemment, en priorité. Et aux grandes équipes aussi européennes. Alors, là, aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet. Oui. C'est ça. 8 jours de mercato et déjà des noms, notamment du côté de Paris et de Marseille. Alors, à Paris. Paris animé de manière très enfin, c'est dur de le dire en tant que Marseillais, non, je plaisante. De manière objective, ils ont été très malins et très efficaces sur le mercato. Il y avait un certain nombre de besoins qui avaient été ciblés par Leonardo, qui ont été, à mon sens, plus que comblés. Ils ont recruté Achraf Hakimi, latéral droit marocain en provenance de l'Inter. Celui qui attendait les Maghrébins à Paris, ça y est. Bah oui, ça y est, voilà, ça manquait. Je suis content que ce soit un Algérien, quel poste? Marocain, un Milieu? Tunisien. Non, il est latéral droit, lui. Latéral droit, d'accord. C'est un des meilleurs latérales droits au monde, à mes yeux. Ah ouais. Jeune, il avait fait, il a été formé au Real de Madrid. Le Real de Madrid l'avait pas conservé parce qu'ils avaient abondance sur ce poste-là. Ouais. Il avait été transféré à Dortmund et là, il a été transféré à l'Inter. Avec l'Inter, il a été champion d'Italie. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que l'Inter n'avait pas soulevé le titre. Ouais. Donc il sort d'une saison parfaite. C'est un véritable piston, un véritable latéral moderne dans le sens où on peut jouer, par exemple, si Pochettino a l'envie de jouer en 3-5-2, il peut absolument le faire, sachant que Hakimi est très fort et apporte le surnombre et est très fort offensivement, donc une très belle recrue. Ouais. Ils ont recruté Wijnaldum, je sais pas si j'écorche le nom, je ne pense pas, peut-être un petit peu, néerlandais, capitaine des Pays-Bas, qui a fait un bel Euro, qui sort de saison on ne peut plus réussir à Liverpool, qui serait numéro 8. D'accord. Numéro 8, donc ça serait vraiment pour faire le complément avec Verratti. Ouais. Absolument. Ouais. C'est ce qui manquait d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Ouais, et pour le coup, mettre en concurrence Paredes ou même mettre sur le banc Paredes m'apparaît une bonne chose. Ouais. Wijnaldum, pour la petite histoire, il a aussi remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Il avait été l'un des hommes majeurs lors de la remontada contre le Barcelone où Liverpool avait gagné 4-0 pour s'imposer et aller en finale. Du très bon. Donc un très bon joueur qui, en plus de ça, a été gratuit en fin de contrat. D'accord. Donc une belle opération. Ça, c'est de l'officiel qu'on vous donne, les amis. Voilà. Tout ça est officiel. Là, aujourd'hui, on a eu la présentation de Sergio Ramos. Voilà, ça c'est donc du là, bon on ramène une icône au PSG. Ça va rassurer quand même en défense. Ça va rassurer en défense. Après, parfois, on dit abondance de biens ne nuit pas. J'attends de voir. Ouais. Parce que vous avez quand même Marquinhos, qui est le capitaine du Paris Saint-Germain, qui est un peu l'emblème du club. Ouais. Vous avez Kipembe, qui est un peu le futur de club et qui est le Titi parisien, vrai parisien, natif du coin, formé au PSG. Donc, compliqué, 2 cadres du vestiaire, compliqué à mettre l'un des deux sur le banc. Et c'est pour ça que je parlais de 3-5-2. À mon avis, et ça serait en toute logique, il va associer les trois. C'est-à-dire Sergio Ramos, Marquinhos et Kipembe en défense centrale. Et mettre deux latéraux, Hakimi et Bernat sur les côtés, et vraiment avoir un schéma donc schéma là, très 3 offensif. recrues en 8 jours, c'est pas mal. Et Donnarumma qui est attendu. Qui? Donnarumma, le gardien d'Italie. Ah ouais. Grand espoir. Grand espoir excellent du gardien. Football italien. Ouais. On dit souvent que dans cette équipe d'Italie qui est aujourd'hui en finale, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais si c'est fait. Ah ouais. En réalité, c'est fait. Il a passé sa visite médicale. Il y a juste quelques détails. À mon avis, c'est juste Mino Raiola, l'agent de l'inénarrable Mino Raiola, l'agent de Donnarumma, qui a pas encore touché ce qu'il voulait en commission. Mbappé, il partira ou il partira pas? Je pense qu'il partira. Sauf si. Je vois pas de sauf. Si par exemple un Cristiano Ronaldo arrive à Paris. Au contraire, je pense que ça serait... Je trouve qu'il apprendrait beaucoup aux côtés de Ronaldo.
Oui, mais en termes de masse salariale, c'est compliqué de sortir 40 millions d'euros pour Neymar, 40 millions d'euros pour Ronaldo, 20 millions ou 30 millions Parce qu'on en parle de Ronaldo à Paris, hein. Tu crois? On en parle, je demande à le voir. Après, Messi aussi. Messi, j'y crois moins. Ronaldo, j'y crois plus. Ouais. Messi est en train de. Les places au parc vont coûter 500 € là pour le coup. Bah là, ça devient. C'est les Harlem Globetrotters. Hein. Enfin, alors, ça, c'est pour Paris, des départs. Il y en a du côté de Paris? Des départs actés, je suis pas à jour sur Parisien, je suis pas supporter, hein, Christophe, tu sais. Tu es objectif. Il me semble qu'il y a eu quelques départs, je suis pas complètement à jour. La prochaine chronique, tu nous fais ça, les départs. Voilà. Bah après, on peut parler de Marseille. Alors Marseille, il y a eu de la recrue aussi à Marseille. Il y a eu beaucoup de recrues. Ce qui est assez drôle, c'est que les deux animateurs principaux de ce mercato, de ce début de mercato, sont le PSG et la surprise générale l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille sort d'une saison financièrement, sportivement, humainement assez complexe. Beaucoup, faut le dire. On ne s'attendait pas, et moi le premier en tant que supporter, je m'attendais pas à ce qu'on soit des animateurs de ce mercato. Sauf qu'on a une bonne pioche qui s'appelle Pablo Longoria, le président de Marseille, l'ancien directeur sportif, qui, moi je l'appelle le magicien. Ouais. C'est incroyable, il arrive à ramener des joueurs qu'on ne pourrait même pas approcher, je pense, s'il n'était pas là. Là aujourd'hui, on a recruté Gerson, qui est un espoir du football brésilien. D'accord. Un numéro 8. Numéro 8, milieu donc. Milieu. On a recruté De La Fuenta, qui nous vient du FC Barcelone. D'accord. On est en train d'officialiser l'arrivée de Paul Lirola. Ouais. On a recruté un défenseur latéral aussi en provenance du Brésil. Ce qu'il faut savoir, c'est notre nouvel entraîneur Sampaoli. Bien que argentin, a entraîné longuement des équipes brésiliennes et a tout un réseau au Brésil et assez connu et respecté au Brésil. D'accord. Et donc il peut faire venir et faire jouer son carnet d'adresses. Et on a recruté aussi Matteo Guendouzi, grand espoir du football français, qui était présenté et vendu comme un petit peu comme Rabiot, un numéro 8 élégant, fin, beau à voir jouer, physique. Il avait très tôt percé, mais il est connu pour être caractériel. Ouais. C'est ce qui ressort de la plupart de ses entraînements, de ses expériences. D'accord. Il était titulaire, il s'était imposé à Arsenal en première ligue, alors qu'il venait quasiment de Ligue 2, ce qui était une performance. Sauf qu'ensuite, il s'était plus ou moins engueulé avec Unai Emery, engueulé avec Arteta, le successeur d'Unai Emery. Il s'était relancé là en prêt au niveau de l'Allemagne, de la Bundesliga. Il sort d'une saison accompli, donc il arrive à Marseille avec une grosse envie de réussir, donc vraiment à suivre, un mercato très intelligent du côté de Marseille. Et lorsqu'on voit les tarifs ou même les montages financiers, vraiment Lirola, chapeau. C'est pas fini, c'est probablement pas fini. Non, c'est pas fini. Et là aussi, il y a eu du départ, de Marseille. Strootman a été vendu. On a eu quelques fins de contrat comme Yoann Pelé, comme des joueurs qui étaient vraiment en fin de cycle sur Marseille. On a un numéro 2 aussi, on a un numéro 1 bis, ça aussi ça va être à regarder. Steve Mandanda, tous les supporters marseillais s'accorderont à dire que c'est l'une des légendes du club. Ouais. Mais aujourd'hui, on sait que le futur doit se préparer dès maintenant, et donc on va lui mettre un numéro 1 bis, qui est l'ancien gardien de la Roma, dont le nom m'échappe, mais qui est là pour vraiment challenger. Donc c'est bon, un bon Marseille, c'est important les amis en championnat de France. Après, je m'avancerai pas plus que ça. Ouais, on attend de voir évidemment. Lorsqu'on change trop de personnes dans le 11 de départ, il y a toujours un temps d'adaptation. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'on recrute beaucoup d'étrangers qui vont connaître pour la première fois le championnat de Ligue 1. Ouais. Le championnat de Ligue 1 est quand même particulier, physique, tactique, assez serré, donc à voir. Mais oui, ça peut y avoir du spectacle du côté de Marseille. Ailleurs, et ça prend forme. Dans les autres clubs, est-ce que ça a recruté? Quels sont les recrutements marquants? Pour l'instant, on n'a pas de recrutement marquant. Il faut signaler que le Lille, champion de France, a vu son entraîneur partir, a vu son gardien, qui était aussi l'un de ses meilleurs joueurs, Mac Maignan, partir pour le Milan AC. A vu le remplacement de Christophe Galtier par Jocelyn Gourvenec. J'ai rien contre Gourvenec, mais c'est pas du même acabit. Donc Lille, ça va être une grande braderie. Martine Aubry a dit que la grande braderie de Lille va être ajournée au mois de septembre, mais si elle aura bien lieu, ça sera au niveau du LOSC. Donc vraiment tous les joueurs lillois sont à vendre. Renato Sanchez, qui a crevé l'écran lors de l'Euro avec le Portugal, avec des masterclass contre la France, contre la Belgique, je pense qu'il va pas rester aussi très longtemps à Lille. Donc Lille, c'est plutôt ça va être animé là aussi. Ça va être. Après, les deux équipes pour moi qui vont être à signaler, c'est le côté du sud, Nice. Le projet niçois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nice a été vendu à la première fortune d'Angleterre. Le patron d'Ineos.
Donc il y a de l'argent qui coule à flot à Nice, mais ça manquait de stratégie. Aujourd'hui, on a ramené Christophe Galtier. Oui. Christophe Galtier qui a été l'architecte du titre lillois. Bah oui. Donc à surveiller de près, sachant qu'ils ont les moyens. Ouais. Une dernière recrue pour Marseille, Saliba, justement, qui vient de Nice et qui est arrivé à Marseille. Et la deuxième équipe à regarder de très près, qui pourra même peut-être challenger le PSG, Monaco. Monaco, d'accord. Monaco qui a fini sur les chapeaux de roue, qui en deuxième partie de saison aurait été champion, qui avait pris trop de retard sur la première partie de saison pour jouer le titre, et encore, ils finissent vraiment à quelques encablures du Paris Saint-Germain et de Lille. Cette année, avec un Kovac qui a bien pris la mesure de la Ligue 1 et de son effectif, réellement, on peut avoir un mano à mano avec le PSG. On a aussi à regarder ce que Lyon pourra faire. Lyon a recruté l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, avec le parcours qu'on a vu, avec aussi surtout la façon de jouer, avec ce football total prôné par l'Ajax et mis en place par cet entraîneur. Donc à voir comment la mayonnaise va prendre à Lyon. En tout cas, en tant que fan de sport et fan de la Ligue 1, je trépine parce que ça pourrait être un beau championnat. Et enfin, une dernière chose, Marseille et le PSG sont en totale contradiction avec la tendance. Aujourd'hui, il y a une tendance à la vente au niveau des clubs de Ligue 1. Ça va être une grande braderie, sachant que les comptes sont dans le rouge. On sort d'une saison Covid où les clubs n'ont pas pu faire de recettes en termes de billetterie. On sort d'une année d'imbroglio en termes de droits TV où jusqu'à maintenant certains clubs n'ont pas été payés. Et enfin, on a une renégociation là des droits TV qui ont été baissières comparé à ce qu'espéraient les clubs de Ligue 1. Donc oui, c'est assez... ça va être à surveiller. Il y aura vraiment une saignée dans les clubs de Ligue 1. Il y aura beaucoup d'espoirs qui vont partir de. Et en Europe, est-ce qu'il y a des recrutements marquants ou pas? Pas pour l'instant. L'Euro est en train de un peu de. Alors justement, puisqu'on parle de l'Euro, la finale on la connaît, c'est Angleterre-Italie. T'as un pronostic? Italie. Moi aussi. Italie. On est avec d'accord. le cœur. Ouais, Italie avec le cœur. Même si l'Angleterre joue chez elle et que ça a quand même de l'impact. Mais bon, on verra en tout cas. Ce pronostic bien entendu qui s'avérera certainement le bon entre dimanche donc 21h. Italie pour moi va gagner cet Euro. C'est pareil. Voilà. Et si on peut dire un mot pour nos amis danois, vraiment chapeau, ils peuvent être fiers d'eux. Ah ouais. De la prestation qu'ils ont fait, de l'Euro qu'ils ont réalisé, ils sortent par la grande porte. Puis l'Italie a l'habitude de ces rendez-vous là. Voilà. L'Italie, c'est le monstre froid, j'ai envie de dire. Voilà. Alors que Rudy Kasi rentre dans les studios. Voilà. Bonjour mon Rudy Kasi. On parlait de foot. L'Italie, je dirais pas par rapport à ce groupe, mais disons que la nation est tellement forte, la passion est tellement puissante, il n'y a qu'à voir comment ils se déchirent quand ils chantent l'hymne de l'Italie, qu'effectivement ils sont sublimés. C'est certain. Et puis ils ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Alors on a improvisé avec Razik Metich, on va le faire toutes les semaines. Une rubrique Mercato, t'as loupé en tout cas les nouveaux joueurs parisiens et marseillais parce que c'est les deux clubs. T'imagines bien que je suis au courant. Ouais, non mais quand même. Les deux clubs qui animent un petit peu le marché du Mercato pour l'instant, bien sûr. Les ennemis historiques. Et puis on a appris une info là qui est tombée un peu avant 16h, c'est Noël Le Graët qui confirme Didier Deschamps à son poste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce une surprise? Ouais. Je te l'avais dit ou pas? Est-ce que vous êtes contents les gars ou pas? Non, absolument pas. Non, moi je suis content. Alors pourquoi tu n'es pas content, Morazik? Allez, argument. Je pense que c'est comme en politique, c'est une question juste. Arrive, c'est tout. Juste si je peux m'exprimer, je pense que c'est une question de cycle en fait. Ça veut dire que je pense que Deschamps a donné la primeur et je suis un pro Deschamps dans la mesure où je suis Marseillais. Ça a été notre capitaine qui nous fait gagner, l'entraîneur qui refait gagner Marseille. Enfin sur ça, je n'ai rien à redire sur le parcours de Deschamps qui a la gagne en lui et qui l'incarne en France. Sauf que pour moi, il a fait le tour de la question lorsque j'ai vu. Moi, il y a des scènes qui m'ont choqué lorsque j'ai vu le comportement de Coman. Lorsque le staff médical lui demande de sortir, lorsque le médecin lui intime l'ordre de sortir, relayé par Deschamps, et que Coman, contre l'avis médical, contre l'avis du sélectionneur, reste sur le terrain, c'est que Deschamps, pour moi, n'a plus la main sur le groupe et qu'il y a un problème générationnel. Deschamps ne sait plus faire avec ses profils comme Pogba, comme Mbappé, comme Coman. Et je pense que là, aujourd'hui, les murs sont en train de se fissurer et on entend ce bruit de couloir qui dit que Deschamps avait perdu quasiment la main durant cet Euro. Donc j'aurais aimé qu'il passe les mains et bien évidemment à Zinedine Zidane parce que tout le monde l'attendait. C'était quelque part écrit quelque part dans l'attribution, dès l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, lorsque Zidane avait joué ce rôle.
tout supporter, tout passionné de l'équipe de France se disait ça serait merveilleux quand même de voir Zinedine Zidane ramener cette équipe-là à la Coupe du Monde et la faire briller en Coupe du Monde. Après, ça sera que partie remise, mais je pense que c'est plus en termes de timing. Ça aurait été un bon timing. Ils sortent en 8e de finale. Merci, au revoir. Alors, Rudy Kazi, pourquoi tu es content et que tu es content que Didier Deschamps soit maintenu en équipe de France? Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour départager Razik et Rudy. Rudy, pourquoi? Déjà content, c'est un bien grand mot. Je vais pas faire la fête parce que Deschamps rempile, mais c'était attendu. Moi, je pense que c'est la décision la plus sage, simplement parce que lorsque le groupe s'est effrité de cette manière, tout le monde pense effectivement à ce que ce soit Zidane qui prenne la place de Deschamps. Il la prendra, mais je pense que c'était pas le bon moment parce que si Zidane arrive là, il a un groupe en lambeaux, etc. Va falloir ramener les égos à leur place, tandis que si jamais il arrive après la Coupe du Monde, une page se sera refermée. Déjà, Deschamps sera arrivé au terme de son contrat. Et là, à ce moment-là, Zidane, comme quand il a repris le Real entre les mains de Carlo Ancelotti, il avait un groupe mature entre les mains. Ce sera le cas de l'équipe de France l'année prochaine après le Mondial. L'autre élément, pourquoi je ne souhaite pas que Deschamps raccroche pour le moment, tout simplement parce que je pense que cet Euro a été une leçon pour eux. De la même manière que l'Euro 2016 a été une leçon pour eux, la manière dont on a perdu contre le Portugal, ça leur a servi pour gagner le Mondial. De la même manière, je pense que cet Euro raté aura, je dirais, comme vertu de les aider à revenir, à remettre les pieds sur terre. C'est ça en fait qui a été étonnant chez Deschamps. C'est comme Razik disait qu'il a perdu la main, mais moi je pense pas qu'il ait perdu la main. Je pense en fait il s'est laissé aller à un trop plein d'assurance qu'on n'a jamais vu chez Deschamps, vouloir jouer effectivement en 3-5-3. Ça ressemble à une perte de main quand même. Extraordinaire, alors qu'il aurait très bien pu jouer en 4-3-3 comme il avait fait, même s'il y avait 2 latéraux blessés. Le match d'avant, en remplaçant, il avait mis Rabiot, il était resté dans cette configuration-là. Là, je pense qu'il y avait un excès de confiance. Les joueurs ont manifesté cet excès de confiance. Vraiment, tout manifestait en fait que les égos avaient plus de champ libre pour s'exprimer, alors qu'en 2018, c'était uniformité générale. Donc là, je pense que Deschamps a pris la leçon de cet échec et son pragmatisme va refaire face argument contre argument, les amis. 01 40 33 9000, vous êtes d'accord avec Rudy Kazi ou avec Razik Métiche? En tout cas, quoi qu'il en soit, l'info du jour, c'est Noël Le Graët qui confirme Didier Deschamps en tant que sélectionneur. D'ailleurs, je ne voyais pas comment Le Graët pouvait se séparer de Deschamps. Non, c'était quasiment impossible. Ce sont deux amis, c'est un peu le président. C'était à Deschamps de décider en fait, s'il démissionnait ou pas. Il le fera pas. Il a de l'orgueil, Deschamps. Et puis même financièrement, ce qu'il faut voir, c'est que ça aurait coûté de l'argent. Parfois dans le bon et parfois aussi dans le mauvais, parce que je pense que je suis assez d'accord avec Razik. C'est pour moi la fin d'un cycle, mais en même temps, je te rejoins en disant que franchement, ça aurait été compliqué un peu pour Zidane de reprendre à l'heure actuelle l'équipe de France, sachant que le mondial c'est l'année prochaine, sachant qu'il y a déjà des matchs éliminatoires au mois de septembre. C'est très compliqué. Et Deschamps a quand même. Juste pour rappel, Zidane il arrive au Real avec un Real à feu et à sang. Ils prennent 3 Ligues des Champions. Razik, il y a quand même une chose importante, c'est que Deschamps. Le pompier, il sait faire. Deschamps a peut-être quelque chose en vue. Le Real sortait d'une Ligue des Champions. Et lorsqu'il remplace Lopetegui, qui est viré au cours de l'hiver et que le vestiaire a feu et à sang et que là aussi il remet de l'ordre. Enfin, Zidane sait le faire. N'oubliez pas, il y a un truc important. Rudy. La France aussi, on est encore champion du monde, le contraire. Eh les gars, il y a un truc important à retenir. Rudy, je peux en placer une? Ouais, c'est gentil. J'avais un propos à te dire. Moi aussi j'en ai un à te dire. J'en ai un à te dire depuis tout à l'heure, j'arrive pas à en placer une. Je viens d'arriver, et justement, les retardataires ont toujours tort, c'est tout. Alors habituellement je suis toujours en avance, tu le salues pas à la radio ça. Non, c'est normal. D'être en avance, c'est normal. Incroyable. Rudy, Razik, il y a quand même aussi un élément important, c'est que c'est un compétiteur Deschamps. Et il a peut-être la possibilité de remporter 2 Coupes du Monde. Ça serait historique. Voilà. Et ben voilà, les gars. C'est pour ça que je te dis que ça va lui servir de leçon. Deschamps, et pour moi, la fin d'un cycle, ça aurait été effectivement à ce mondial-là, parce que ce qui s'est passé à l'Euro, c'est pas la fin d'un cycle. C'est en fait une erreur monumentale à partir de laquelle ils peuvent normalement se relever. Une succession d'erreurs. Ils se trompent sur les 26. Dès le début, ils se trompent sur les 26. Ils se trompent sur la gestion du cas Benzema. Pourquoi sur les 26 ? Sur les 26, comment tu m'expliques qu'avec le potentiel, avec le terreau qu'on a en équipe de France, qu'on n'ait pas de latéral gauche ? Comment c'est possible? Alors qu'il y a des gens qui crèvent l'écran dans tous les championnats. Comment on m'explique? Mais on a 2 latéraux. Gauche, ils étaient blessés, on est mal d'accord. 2 latéraux. Alors comment tu m'expliques qu'on ramène Dubois, qu'on sélectionne Dubois pour qu'il fasse 0 minutes? Qu'est-ce que fait Dubois? Ah non, mais là, il s'est pas trompé sur les 26. Là, il s'est trompé dans le coaching. Non, mais dans les 26, lorsque tu prends des gens comme Dubois, il prend Dubois qui ne apportera aucun service à l'équipe de France. On l'a vu, il y a eu des blessés, il n'a jamais pensé à lui. Ah oui, tu laisses quelqu'un comme Théo Hernandez. Théo Hernandez, bien sûr, Théo Hernandez qui a crevé l'écran
durant 2 saisons avec le Milan AC, n'a jamais été appelé. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est un procès trop dur. Upamecano, pourquoi n'a pas été appelé? Karim Benzema, pourquoi on le rappelle à la veille de la guerre? Alors ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Alors on veut quoi? Ouais, mais on veut quoi? On veut un technicien à la veille de la guerre. On veut un technicien, on veut quelqu'un qui puisse faire monter un groupe, parce qu'à t'entendre, c'est comme si en fait c'est pas un club, c'est une sélection nationale. À t'entendre, c'est comme si Deschamps, c'est la PlayStation. Tu viens, tu prends les joueurs que tu veux, tu les additionnes. Ouais, c'est pas mal. Il faut monter un groupe, il faut créer un collectif, des gens qui s'entendent bien les uns et les autres. Constater que ce collectif a été une catastrophe. Il a monté un collectif selon ses choix, selon une grille de critères qui était la cohésion du groupe. Oui, mais Razik, regarde, le collectif qu'il a monté, il l'a monté depuis qu'il a repris l'équipe de France. C'est sensiblement les mêmes joueurs qui sont là. Après, il y a des ajouts, etc. Mais au moins, il y a une trame qui existe. Là où Deschamps s'est trompé, c'est pas sur le choix des joueurs. Il s'est trompé sur la manière dont il a abordé cet Euro, avec une suffisance, avec même quand tu regardes les matchs, finalement, ils ont joué un peu comme Paris Saint-Germain. Ils ont pris à la hauteur de l'événement les gros matchs contre l'Allemagne, et dès qu'ils ont joué des nations un peu moins importantes, ils sont retrouvés dans ce travers de cette il y a une image marquante, messieurs, il y a une image marquante. Pogba marque son but, regarde comment il fait le but. Il fait le signe de charisme du genre ah ouais, on a sauvé l'honneur, etc. Mais t'es là pour qualifier l'équipe de France, t'es pas là pour sauver un. Razik et Rudy, il y a quand même une image marquante, c'est lors du dernier match, lorsque en pleine première mi-temps, Deschamps tente de changer de schéma de jeu et qui n'arrive pas à faire expliquer à ses joueurs ce qui va se passer. Ouais, les joueurs ne comprennent pas. Ça, c'est hallucinant. Les joueurs n'ont pas réussi à se placer. Sur le match de la Suisse, il y avait une succession d'erreurs. Ils se trompent de 11 de départ, ils se trompent de composition, ils se trompent de changement. Excusez-moi, vous sortez Benzema et Griezmann, vous faites rentrer le soldat sur le coaching, c'est complètement vous faites rentrer Sissoko. On fait 3-3, on n'a plus de jeu, on n'a plus rien pour marquer le but. Griezmann, même pas 2 minutes avant l'égalisation. Et on sort les demi-heures tireurs des pénaltys. Jamel est avec nous, les gars. Allô, Jamel. Et ça même ça. Ouais, bonjour à tout le monde. Salut mon Jamel, comment ça va? Bah, plus vivement, et vous? Bah, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que t'es content que Deschamps soit maintenu en équipe de France? Bah, si on suit la logique, je préfère que Zidane arrive après la Coupe du Monde, en fait. Ouais, donc t'es d'accord avec Rudy, quoi? Je suis d'accord avec Rudy. Non, je dis pas, c'est une évidence qu'il soit d'accord avec moi, mais que le sujet, qu'il soit d'accord avec ce sujet-là, c'est pas moi, c'est le sujet qui est. D'accord. Donc tu penses que c'est une bonne chose de maintenir Didier Deschamps en sélectionneur d'équipe de France pour aller jusqu'au mondial, au Qatar. Exactement. Par contre, juste un petit détail. Ouais. Après, je trouve que les joueurs, ils sont plus sélectionnés en fonction de leur potentiel marketing plutôt que de leur technicité. Non. Par exemple. Par exemple. Je sais pas, quand on prend l'exemple je dirais pas de nom dans l'équipe de France pour vexer personne, mais. Tu peux, hein. Ils sont pas là, ils sont pas là. Ils sont en vacances, les mecs. Tu peux vexer, vas-y. Il y a de la marge pour les vexer. Ouais. Ah, ben, comme par exemple, le joueur du Milan AC, qui était bon en latéral gauche. Théo Hernandez, bien sûr. C'est incompréhensible qu'il soit pas sur la liste, c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi il l'est. En Italie, c'est un scandale. En Italie, c'est pas compris. Ouais. Merci, mon Jamel. Et une autre chose, Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, dites-vous que Deschamps s'est tellement approprié l'équipe de France que Aymeric Laporte a choisi d'être naturalisé espagnol contre toute logique humaine en urgence avec un décret passé 3 jours avant l'Euro et qu'il a fait l'Euro avec l'Espagne et qu'il a fait un excellent Euro. Bon, en tout cas, mais ça veut dire que vraiment, pour moi, et je finirai par là. J'adore Deschamps, il nous a fait gagner, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il s'est approprié l'équipe de France comme étant sa chose. Au bout d'un moment, non mais faut dire, pendant 5 ans, on exclut Karim Benzema. Il y a des choix qui ne sont pas explicables par le sportif. Théo Hernandez. L'exagération, c'est oui, je suis marseillais, j'ai une petite tendance à exagérer, c'est vrai, mais réellement, il y a des choix qui ne sont pas explicables. Non mais après, qui ne soit pas là, je comprends sur le retour de Benzema, je suis d'accord. Léo Dubois, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Alors Farid est avec nous, Farid de Courbevoie. De Benzema, je trouve qu'effectivement c'était un petit peu trop tard, sachant que mais après il est quand même sorti, il a mis 4 buts. Donc stop, Farid, salut mon Farid, c'est un sujet qui s'est improvisé. J'entendais ça parlait de Karim Benzema. Ouais. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que Karim Benzema, moi je pense qu'il a fait une énorme erreur de revenir en équipe de France, quoi. Ah bon, et pourquoi? Quand tu parlais de Aymeric Laporte, ton collègue il parlait à l'instant d'Aymeric Laporte. Ouais. Aymeric Laporte, lui justement, il a fait une bonne chose, c'est qu'il a refusé l'équipe de France
Il a pas Non, refusé. il a pas refusé. Il pouvait Il a plus. il a pas été sélectionné. Non, si. Il n'a pas été sélectionné. Il il a était pas été sélectionné qu'en refusé. amical, ce qui fait qu'il pouvait être naturalisé, ce qui n'était pas le cas de Benzema. Non, mais c'est-à-dire qu'il a eu de la fierté. Il s'est dit, moi, on veut pas de moi. Moi, je Non, vais une pas, opportunité, je me rabaisser dirais. quoi que ce soit. Bah, je vais choisir l'Espagne. Et donc, au final, il s'est retrouvé en demi-finale, voire la finale. Ouais, Bon, bah merci en tout cas pour ton avis. En tout cas, Ouais. mon Razik, Trop on met ça en caricature. place toutes les semaines. On va suivre le mercato parce que ça nous intéresse. Le mercato, évidemment, on a fait le point, bien entendu. Ça risque de bouger, évidemment, dans Ouais, les mais tout tous les prochains jours jours. de la semaine ou Non, un non, jour une en fois par particulier semaine, une fois par semaine avec Razik Metich. Voilà. Notre Ah, donc ça veut dire consultant. que tu fais une émission mercato Mais et pas genre tu pas m'appelles une même pas, émission. genre, mais qu'est-ce que ça Oui. veut dire ça? Et pas d'abord, pas une émission, une chronique. Et notre spécialiste sport, c'est Razik Metich. Ah ouais, tout. donc c'est Razik Voilà. le spécialiste C'est sport. tout. Bah, c'est J'ai le l'ancienne. brassard, j'ai le brassard. Je suis chroniqueur foot, mais je Rudy suis jamais Kazi. spécialiste de Rudy foot, Kazi. moi. L'ancienneté, ça paye, mon Oh vieux. là Qu'est-ce que tu là veux? là là, regarde-moi l'ostracisation Ouais. comme ça. Bienvenue dans le grand forum présenté Petite, par là là. petite Christophe Roux. information pour ceux qui sont des hiboux et des couche-tards un peu comme moi. Il y a la Copa América Ah, la qui a finale. été exceptionnelle aussi en Ouais, intensité et on l'Argentine aura une va en finale finale. Brésil-Argentine. Ouais. Donc à suivre de près, ça risque d'avoir des étincelles et qui se passe au Brésil. Dommage que ça soit à huis clos vu la Ouais, vu, la pandémie. vu la pandémie qui reprend là-bas. Mais Brésil va gagner. oh, je mettrai une petite pièce sur l'Argentine. Voilà, alors messieurs, notre invité arrive, notre député Frédéric Descrozaille, député de la première circonscription du Val-de-Marne, qui sera avec nous dans un instant. Le quiz, on n'a pas fait le quiz. Et puis on parlera évidemment de Manuel Valls. Alors là, je vais vous donner incroyable. Le mec, Qui ça? Manuel C'est qui? Valls, qui va devenir chroniqueur sur BFM RMC. Et on se posera la question, si on a le Quelle temps, j'espère. déchéance. Absolument. On se posera la question évidemment si on a le temps tout à l'heure. Parmi les mesures des restrictions qui risquent d'être annoncées dès la semaine prochaine, puisqu'un nouveau conseil de défense aura lieu lundi à l'Elysée, eh bien, est-ce qu'il faut que ces restrictions ne concernent que les non-vaccinés? C'est la question qui se pose. On en parlera tout à l'heure, on en débattra avec vous sans oublier. Et pour terminer cette émission, les 5 dernières minutes, le retour de Libertad qui marche bien depuis lundi. Et je m'en félicite. Vous pourrez nous appeler tout à l'heure. À tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut... Merci d'être avec nous, une émission un peu chamboulée, le grand forum aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup parlé de foot dans cette première partie avec l'actu mercato et donc cette annonce donc de Noël Le Graët qui a annoncé que Didier Deschamps était maintenu à son poste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ça a fait un peu débat entre Razik Metich et Rudy Kazi qui sont ici présents sur France Maghreb 2. Notre invité dans un instant, monsieur le député Frédéric Descrozaille, qui est député de la première circonscription du Val-de-Marne, de la République En Marche. On parlera avec lui évidemment de tous ces sujets qui font l'actualité, bien entendu, avec dans un instant. Mais pour l'heure, messieurs, d'habitude on commence cette émission par le quiz et on a pris un peu de retard, le voici. Le quiz, évidemment, avec mes questions qui ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet, tout va Dans 3 bien. jours, c'est mon anniversaire. Quoi? Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai vu ça. Je sais que tu es très au fait des anniversaires. Absolument. Enfin, merci Facebook d'ailleurs. Alors, première question. Achèvement de quel pont à Paris en 1609 1606, pardon. Pont-Neuf est une bonne réponse. Premier point. Question à 2 points. Quelle équipe remporte sa 3e Coupe du Monde en 1990? L'Italie. Non. L'Allemagne. L'Allemagne. Ah, je l'ai dit avant, non? Je pense qu'il y a la VAR. Il y a la VAR. Je pense que notre ami Rudy a une demi-seconde avant toi. Mais vu qu'il a dit. Alors attendez, vous savez comment je vais vous départager? Ouais, je l'ai un peu Je vais vous départager comme ça, écoutez. L'Allemagne a battu quelle équipe? L'Argentine. Oui, bonne réponse. Un crève-cœur. Maradona qui perdait quasiment. Est-ce que vous vous souvenez le score? 1-0. 1-0. But sur penalty de Bremeux, si ma mémoire me fait pas défaut. Incroyable ce type. C'est la première Coupe du Monde il a une dont je bonne me mémoire. souviens. Ouais, alors donc je donne 1 point à Rudy et 2 points à Razik. Donc 3-1. ça fait 2 partout là. 3-1. Bah non, ça fait 2 puisque Bah j'ai non. marqué le premier point. Ah oui, pardon. Oui, pardon. 3-2, exactement. Heureusement Bon, que merci j'ai Rudy. 3-2, Heureusement que tu 2-2, suis, heureusement que tu je suis. Tu m'aurais comprends plus. floué là, Ouais, ouais. attention hein. là. Attention, je cherche maintenant une question à 3 points. Je cherche un auteur, un poète, un fabuliste. La Fontaine. Oh, Jean de La Fontaine. né à Château-Thierry en 1621, Oui. Jean de La On a Fontaine. fait- J'aurais eu besoin d'une seconde de plus dans Notre président Bonne Macron réponse. a avancé un petit peu son anniversaire, je crois, pour les régionales. Il y avait un petit Ouais. thème, enfin un combo entre les deux. Ils avaient fêté ça avec Fabrice Lucchini. Exact. À Château-Thierry. Il est mort le 13 avril Et pour la petite 1695. histoire, c'était le nom de ma maternelle. Ah ouais Oui, la maternelle Jean de La Fontaine. 6-2. Attention, question à 2 points. Je cherche une chanteuse, humoriste et actrice française. Elle est née en 1957 à Lyon. Anne Romanoff. Non,
Faudrait tester, c'était la seule. Indice, Joséphine Ange Gardien. Ah, Mimi Mati. Mimi Mati. Mimi Mati, elle chante. Oui, elle chante. C'est vrai que je Elle a chanté. la loguais pas en chanteuse, c'est chanteuse. Elle a chanté. Donc ça nous fait 8-2. C'est presque le score. Vous savez, vous vous souvenez qu'il y a en 2014, l'Allemagne qui bat le Brésil 7-1. Ouais, c'est aujourd'hui. Domicile et qui ont fait pleurer les jeunes Brésiliens qui s'en souviennent encore, les pauvres. Question à 3 points, mon Rudy, c'est peut-être l'occasion de pouvoir revenir. Je cherche une actrice et metteuse en scène française. Elle est née à Oran. Yamina Benguigui. Oh là là. En 1961, Il sort un Valérie film en ce moment. Benguigui. Le film notable, encore La vérité si je mens, ou Le prénom. Voilà, bonne réponse. Ah, le prénom, c'est elle qui a fait ça? Oui, le prénom, c'est elle. Je cherche à présent, et pour finir, une journaliste française, née à Meaux, en 1976. Indice, elle a été la remplaçante du JT de TF1. Laurence Ferrari. Non. Et elle a un lien avec Thierry Ardisson. Oui, c'est bon, je vois avec un regard vraiment très perçant. Mais Oui. j'ai pas son nom. J'ai son visage là tout de suite, mais j'ai pas Elle son a nom. le prénom d'une chroniqueuse du LGF. Audrey. Oui. Mais comment? J'ai son visage, mais pas son nom. Je peux faire un dessin? Non, ça marche pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a les yeux bleus. Audrey Crespo-Mara. Non, j'ai pas son nom. Bon, et bien voilà. Bon, en tout cas, victoire nette de notre ami Razik Métiche pour le coup. Rudy, ça sera pour la prochaine, la revanche, évidemment. Ouais, mais si tu changes les règles à chaque fois, tu donnes des questions à 2 points, à 3 points. C'est pour compliquer, pour apporter un peu de. Sur l'Allemagne, de- j'étais en avance, mais tu m'as donné, t'as coupé les points en deux. Voilà, tu vois Monsieur, comment. Ça c'est- sent la réclamation. Je comprends. Ah non, mais on vit en dictature là. Ça Je change comprends les la règles, dureté etc. de Didier Deschamps, tu vois, quand vous avez des joueurs qui ont un fort C'est caractère. incroyable, hein. Voilà, bah, c'est Non, dur. j'ai pas un fort caractère, j'ai une forte personnalité. Oui, c'est ça. Bon. Allez, merci beaucoup en tout cas, messieurs. Nous accueillons maintenant notre invité. Il est député de la première circonscription du Val-de-Marne dans le 94. Monsieur Frédéric Descrozaille, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, monsieur le député. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, eh bien, je suis ravi de vous accueillir ici sur France Maghreb 2 pour dresser un petit peu le parcours. Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un spécialiste en économie? Je crois pas spécialement. Vous faites non. partie en tout cas de la commission des affaires économiques? Oui, tout Voilà, à fait. donc jusque-là j'ai bon. Vous avez été, votre parcours politique a débuté au Parti Socialiste? Absolument. Voilà, vous n'y êtes pas resté longtemps d'ailleurs. 1 an. Oui, ah non, c'est pour dire. Et ensuite vous avez rejoint monsieur François Bayrou, notamment pour la campagne 2007, Exactement. au Modem donc. Et c'est en 2016 que vous avez rejoint donc la République En Marche d'Emmanuel Macron. Et vous avez été élu député en 2017 évidemment lors des législatives de la première circonscription du Val-de-Marne qui est Champigny. Saint-Maur, Bonneuil, Champigny-Est et Créteil-Nord. Très bien. Alors, à moins d'un an maintenant des législatives, si vous deviez faire un petit constat de votre mandature, ce fut dur, monsieur Descrozaille, non? Oui, c'est à la fois une expérience assez exaltante et effectivement assez épuisante moralement, parce qu'on se rend compte que le pouvoir n'est pas vraiment là où on croit. Ouais. Et je dresse le constat d'un déséquilibre que je considère assez grave dans la relation entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire? Ça mérite explication. quand même. C'est-à-dire que le Parlement, Oui. qui est quand même la représentation nationale, ne maîtrise pas ce qu'il fait concrètement, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise ni notre agenda, Ouais. ni même... Il n'y a pas grand-chose qui soit d'initiative parlementaire. En fait, c'est une ambiguïté qui est inhérente à la Ve République, mais qui a été très aggravée par le quinquennat et l'inversion du calendrier. Ouais. Alors, évidemment, le quinquennat du président Macron a été quand même assez compliqué entre la crise des Gilets jaunes, entre évidemment le Covid, les différentes réformes aussi, si impopulaires les unes que les autres. Finalement, ce quinquennat, vous en gardez quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de venir quand même de dresser des bonnes choses de ce qui s'est passé durant ce quinquennat. Je renie absolument rien de ce qui a été fait, parce qu'en fait, l'essentiel de ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron a été fait. L'essentiel, vous dites bien, hein, parce que Oui. par exemple, sur les réformes des retraites, on va en parler dans un instant. Oui. C'est pas vraiment ce qu'avait dit le candidat Macron à l'époque. Hein. En fait, il y a, sur la réforme des retraites, je rebondis là-dessus, il y a 2 sujets en un. Il y a le sujet de la réforme à points, qui avait été promis et qui pour moi reste absolument fondamental et qui reste à faire, et la question du financement.
à l'époque de la candidature d'Emmanuel Macron et pendant le début de la mandature, il n'y avait pas de problème d'équilibre qui a percuté l'esprit de la réforme que nous avons voulu faire et qui a été interrompu par la crise sanitaire. Je vous rappelle qu'on avait voté le texte en première lecture. Quand même. On se rappelle, et je vais juste vous faire réécouter ce que disait Macron sur l'âge de la retraite. Ainsi, on souhaite le faire passer à 64 ans. Il y était farouchement opposé. Voici ce qu'il disait justement lorsqu'il était candidat Emmanuel Macron en 2017. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. C'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Monsieur le député, vous comprenez que ce genre de choses ne favorise pas, j'allais dire, un intérêt particulier du grand public à la politique. Vous avez des candidats, Emmanuel Macron, qui somme toute avaient un argumentaire bien en place et entendable. Sauf que 4 ans après, il veut faire l'inverse. Il n'est pas du tout avéré qu'on bouge l'âge légal, qu'on retouche aux retraites d'ici la fin de la mandature. Personnellement, j'y suis défavorable. Alors c'est personnellement, je ne suis qu'un député parmi 577. Mais tout ce que vous venez de... Et merci et bravo d'avoir passé cet extrait in extenso. Il n'y a absolument rien à enlever de ce qu'a déclaré le président de la République à l'époque. C'est-à-dire que, et j'insiste énormément là-dessus... C'est pour ça que je disais que c'est entendable. Les arguments sont bons, sont là, quoi. Pour moi, c'est plus qu'entendable. C'est essentiel de le rappeler. Ça n'a pas de sens de toucher à la retraite sans régler le problème du chômage, parce que les deux problèmes sont complètement liés. Et j'ai recruté pendant 3 ans. Je peux témoigner du fait que la discrimination la pire sur le marché du travail, c'est l'âge. Et il est certain qu'au-delà de 55 ans, particulièrement au-delà de 57, 58, c'est la croix et la bannière pour trouver un job à un demandeur d'emploi, quelle que soit sa qualification, son parcours. Donc, tant qu'effectivement, on n'a pas desserré un fonctionnement du marché du travail qui fonctionne beaucoup sur l'entre-soi, qui est extrêmement sclérosé, on est particulièrement pas bon en France de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins ouvert qu'ailleurs pour miser sur un potentiel. Et le réflexe d'aller cocher les cases formation initiale, secteur métier, qui conditionne complètement le recrutement dans bien trop de cas, c'est quelque chose qui sclérose et qui empêche d'ouvrir les possibles, en fait, pour les gens. Vous n'êtes pas favorable, donc là, non, la retraite à 64 ans, si ça se fait, vous allez faire entendre votre voix, quand même, au sein de la majorité? Absolument. C'est possible de le faire? C'est possible de le faire parce que loyauté et obéissance, ça n'est pas la même chose. Très bien. Comment vous expliquez, monsieur le député, on est à quelques jours après les élections régionales et départementales, ce taux d'abstention record, pour le coup. On le voit d'élection en élection. Comment expliquez-vous justement que les Français ne s'intéressent plus à la politique, ne se sentent plus concernés? Est-ce que vous êtes par exemple favorable au vote obligatoire? J'y suis a priori favorable, oui, comme en Belgique. Un vote en semaine sur temps de travail est rendu obligatoire. Mais ça ne serait pas la solution au problème. J'ai pris connaissance d'une analyse récente pour la Fondation Jean Jaurès de deux professionnels de l'IFOP de mémoire dont j'ai oublié les noms, qui m'a énormément convaincu, qui évoque le fait qu'il y a une perte de foi républicaine, qui compare la queue au bureau de vote à une communion laïque républicaine, et qui compare cette perte de foi dans l'acte fondamental de la démocratie, qui est le vote, qui compare cette perte
de foi dans cette dimension qui nous transcende quelque part, qui fait le corps de la nation. Il compare ça avec ce qui s'est passé après Vatican II pour la religion catholique. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il y a une intériorisation, une individualisation du rapport à la politique, et un rapport qui est devenu quasi consumériste, c'est-à-dire que quand je vote, j'achète quelque chose pour moi, pour ma vie, pour mon environnement, pour là où j'habite. Et si je perds de vue ce que ça m'apporte personnellement, je me déplace plus parce que j'ai perdu de vue la dimension collective de ce geste. C'est une responsabilité collective, monsieur le député ? Absolument. De la classe politique ? De toute la classe politique, mais pas seulement. Et des observateurs de la vie publique, comme vous par exemple, c'est aussi de votre responsabilité. C'est d'abord la responsabilité des politiques, bien sûr, mais pas seulement. Ouais. Razik Metiche, question à monsieur le député Frédéric Descrozaille qui est avec nous. Je vais revenir sur la première partie du propos qui à mon avis, touché et enfin est vraiment pointé le problème consubstantiel à la Ve République amplifié par l'inversion du calendrier et par le quinquennat. On a une constitution qui est présentée comme parlementaire quasiment. Or, on est dans un régime hyper présidentiel de fait, où le président de la République a plus de pouvoir que le président américain, la reine d'Angleterre et un premier ministre allemand. Et on a des députés qui ont vu l'essence même de leur attribution dépossédée par l'exécutif. Ça veut dire qu'un député, dans l'esprit populaire, est conçu pour faire voter les lois. C'est le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi. Or, comme vous l'avez rappelé, dans le système de la Ve République, le processus législatif est strictement encadré et dans l'analyse des lois, on se rend compte que souvent ce sont des propositions de loi, c'est-à-dire qui émanent du gouvernement, et que la part des projets de loi, c'est-à-dire présentés par les députés, est réduite à une portion congrue. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez que la Ve République est amendable pour refaire du député un personnage central de la République, ou faut-il passer une 6e République ? Alors, c'est l'inverse. C'est projet de loi gouvernement, proposition de loi député. Voilà, juste, mais ça, bon, c'est anecdotique. Mais en fait, pour vous répondre, non, je pense que la Ve République, c'est pas qu'elle est amendable, hein, c'est qu'il faut en retrouver l'esprit. Elle est ambiguë. Elle est fondamentalement ambiguë. Bien sûr. Et ça marche très bien. Et c'est respectueux de très grands écarts qu'il y a en France. Elle est ambiguë, pourquoi ? Parce que le suffrage universel direct fait du président le représentant du peuple français, qui peut engager le peuple français, la nation, par des accords internationaux, par exemple, en tant que chef des armées, donc sur des opérations extérieures. Il est l'incarnation de la nation. Mais elle est aussi parlementaire, et la représentation nationale, après les législatives, c'est la représentation de la souveraineté du peuple, qui dit ce qu'il veut pour lui-même, à travers les lois. Cette ambiguïté, vous avez le général de Gaulle qui démissionne en 69 parce qu'il perd un référendum. Pourquoi ? Parce que sa conception est présidentielle. Il est présidentialiste. Et François Mitterrand, qui ne démissionne pas, et qui crée, qui innove, qui introduit ce qu'on a connu, la cohabitation, que Jacques Chirac aura connu après lui. Pourquoi ? Parce que lui, il est parlementariste. François Mitterrand, quoi qu'on en dise, parce que je pense qu'il était assez monarchiste, c'est le coup d'État permanent qui s'est appliqué un peu à lui-même, mais au moment où il ne démissionne pas alors que son parti, sa couleur politique perd les législatives, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je ne suis que président ». Et je respecte la souveraineté nationale qui va s'incarner par le Premier ministre et qui a changé de couleur au Parlement. Donc en fait, la 5e, elle permet ça. Et je trouve que c'est très Vous n'êtes pas favorable à la 6e comme Non, je ne suis pas favorable à la 6e, d'autant plus que la 6e République telle qu'elle est, alors surtout revendiquée par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris et je ne vois pas comment on va convoquer les constituants. Comment on va faire ? Donc, juste encore un petit mot là-dessus. L'esprit de la 5e est à retrouver, y compris dans le rôle du député que nous avons perdu. Parce qu'en fait, c'est plus grave. D'abord, nous devrions pouvoir retrouver à travers le régime des sessions un pouvoir d'initiative que nous n'avons plus. Parce que les niches parlementaires qui permettent d'examiner les propositions de loi, c'est ridicule. Et on a parfois une demi-journée pour examiner un texte qui devrait nous prendre une semaine. Donc on devrait prendre la main là-dessus et il devrait y avoir par mandature au moins un texte qui marque la mandature d'initiative parlementaire et pas dans le programme présidentiel. Ça, je le pense. Mais ça, c'est possible. Mais ce qui est le plus grave et qui est pas lié à cette initiative législative, c'est que des lois, on en fait beaucoup trop. On surlégifère. On est en situation d'overdose. Oui, ça c'est vrai. De surproduction. Chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, un fait divers, on fait une loi. Ce qui manque au Parlement, c'est le contrôle. Le pouvoir de contrôle de l'action publique, le pouvoir de contrôle du gouvernement. Et là, le défaut d'autonomie du Parlement, nous manquons de compétences techniques, juridiques.
Nous manquons de collaborateurs. Les administrateurs de l'Assemblée devraient être, en fait, nous devrions être les patrons des fonctionnaires de l'Assemblée, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, ce sont des fonctionnaires et les carrières sont faites par les grandes administrations centrales. Donc ce problème de l'autonomie du Parlement et de notre pouvoir de contrôle et d'évaluation de l'action publique, c'est le principal enjeu de ce qui manque aujourd'hui pour équilibrer la 5e. Question de Rudy Kazi, avant qu'on parle un peu plus du Covid, monsieur le député. Moi, je vais revenir plus sur la deuxième question de Christophe, à savoir sur l'abstention, mais peut-être juste un mot sur le fonctionnement de la 5e République. Moi, je trouve quand même que au-delà de tout ce que vous avez dit, qui n'est pas forcément faux et auquel je peux éventuellement souscrire, c'est que quelque part, cette 5e République, elle a été conçue pour un homme, le général de Gaulle. Donc moi, je pense que lorsqu'on arrive à l'exercice de cette fonction, de la manière dont ça a été le cas pour le général de Gaulle, c'est-à-dire poussé par l'histoire, ça nous amène à réfléchir sur la manière dont le pays est gouverné par les différents présidents qui ont succédé après le général de Gaulle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelqu'un qui a incarné non pas un parti, non pas une tendance politique, mais qui a incarné la nation. Est-ce qu'aujourd'hui on a des présidents qui sont capables d'incarner la nation ? Est-ce qu'ils représentent réellement le peuple ? Il a eu une dignité, il a fait un référendum, il a perdu, il est parti. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des présidents qui sont en capacité de pouvoir passer un référendum et donc de risquer le plébiscite, de se faire débarquer de la sorte? Moi, je pense qu'il y a une question de loyauté par rapport à la manière dont on exerce la politique vis-à-vis du pays. Ensuite, par rapport à l'abstention, moi, je pense que la responsabilité, elle vient particulièrement des hommes politiques, et ça fait un peu le lien avec la manière dont... C'est ce qu'il a dit, monsieur le député, hein. Oui, mais non, il a quand même étendu cette responsabilité aux leaders d'opinion, etc. Moi, je ne pense pas, parce que la réalité, c'est que même si le monde des médias est à mettre effectivement en responsabilité par rapport à l'abstention, mais il faut dire que la politique et les médias jouent, on va dire, une relation un petit peu ambiguë qui pousse les médias effectivement à valoriser l'image des hommes politiques et donc du coup à moins questionner leur responsabilité par rapport à l'abstention. Il y a plein de choses que vous avez dites, mais par exemple, on n'entend pas suffisamment dans les médias comment est-ce que les politiques pourraient être remises en question par rapport à leur façon d'exercer la politique. Il y a une recherche du buzz chez les médias qui les pousse effectivement à légitimer plutôt l'action du politique plutôt qu'à la questionner dans le fond. Aujourd'hui, je vois aucun média qui soit dans cette capacité-là. Donc du coup, ça responsabilise d'autant plus les hommes politiques. Et quand je parle des hommes politiques, je parle plutôt vraiment de l'exécutif, parce qu'à la limite, les députés, comme vous le disiez, aujourd'hui, voilà, c'est plus devenu une caisse d'enregistrement. Et l'image que je prendrais, c'est celle d'un conseil municipal, où effectivement, on a 35-36 élus, mais en réalité, on a surtout besoin du nombre pour pouvoir faire passer les projets de la municipalité. Et la réalité, c'est qu'on arrive à ce type de fonctionnement. Donc maintenant, effectivement, pour finir sur la question, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les politiques, en particulier l'exécutif, est capable de penser à une nouvelle façon de gérer en fait les élections pour pouvoir, si vous voulez, donner une valeur politique à l'abstention? Ou même, par exemple, au vote blanc. Vous parliez de la Belgique tout à l'heure, mais en Belgique, le vote blanc a un poids politique. En France, on ne veut pas donner ce poids politique, encore une fois, parce que ça légitime dans une position, des fois l'exécutif, pour malheureusement une gouvernance qui n'est pas suffisamment descendante. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce vote blanc, monsieur le député ? Je suis complètement favorable au fait de le reconnaître. De toute façon, on ne peut pas être favorable à l'obligation de voter sans, corrélativement, reconnaître le vote blanc comme un vote exprimé. Se déplacer pour mettre un vote blanc, c'est s'exprimer. C'est dire je ne veux pas de cette offre politique. Donc bien sûr qu'il faut le reconnaître et le comptabiliser. Ça, j'y suis complètement favorable. Il est grand temps de le faire. Mais je voudrais revenir parce que vous avez dit énormément de choses. Le président de la République, moi j'entends dans ce que vous dites que vous êtes plutôt sur une approche présidentialiste de la 5e. Mais je tiens simplement à dire qu'on peut avoir une lecture parlementariste de la 5e et je trouve ça assez passionnant. La cohabitation, elle a plein de défauts. À l'international, la force d'entraînement de la France, c'est une catastrophe. Quand on parle de cohabitation, pour toutes les chancelleries de nos partenaires, c'est un cauchemar. Ils doivent tout faire en double et c'en est fini de la capacité de la France à avoir une force d'entraînement. Donc, de plein de points de vue, mais en cohabitation, je le tiens de ministres qui ont exercé pendant cette période-là, l'équilibre des pouvoirs est optimal. Et chacun va au bout de ses prérogatives. Donc c'est en cela que c'est assez sain. Donc de modifier le quinquennat, moi je serais favorable à ce qu'on remette en place un septennat, éventuellement doubler par exemple septennat, et puis si c'est un deuxième mandat, le réduire à 5 ans, pour que ce soit 12 ans et pas 14 ans. On peut...
septennat et ça suffit. Alors comme ça, un septennat sec, de rendre service c'est ce que dit Xavier Bertrand, par exemple, qui dit qu'il sera candidat pour un seul mandat. Ça a d'autres inconvénients parce que ça déclenche immédiatement la guerre de succession pendant l'exercice du pouvoir de la personne qui est élue. Mais l'avantage aussi, c'est que le président n'est pas en campagne dès son arrivée, quoi, pour se faire réélire. Il a le temps de réformer. Il n'est pas dans une logique de conservation du pouvoir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de vertu là-dessus que le quinquennat. Mais en tout cas, et au moins sous le septennat, il y a plus de respiration sur le plan politique parce que ça obligera à avoir les élections législatives en cours de mandature. Tout à fait. Et ça, c'est la principale vertu. Mais dans ce que vous avez dit sur la responsabilité des politiques, en particulier des patrons de l'exécutif, en fait des membres du gouvernement, les deux choses que je voudrais dire, c'est que depuis le quinquennat, on prend le président pour un Premier ministre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il est responsable de tout dans le menu détail de la vie quotidienne. Il n'est pas fait pour ça, il n'est pas là pour ça. Il doit fixer un cap, il représente la nation, son unité, il est garant de l'équilibre des pouvoirs. Donc, et c'est cette confusion entre président et Premier ministre qui a apporté, à mon avis, beaucoup de crises. Beaucoup de la crise en fait des institutions. Et c'est un peu la même chose pour les ministres. Et pardonnez-moi parce que je le fais très respectueusement et merci beaucoup pour votre invitation. Mais quand j'invoque le fait que les observateurs de la vie publique et qui font vivre le débat et qui commentent la vie publique, et c'est entre autres de votre responsabilité quand je dis que vous êtes aussi lié à ça, c'est que de faire croire qu'un ministre est responsable de tout ce qui se passe dans son administration, c'est une pure fiction. Non, mais évidemment. Un ministre, pour moitié, a un rôle de reine d'Angleterre. Il n'a pas le temps de contrôler. Dans un cabinet. Alors, mais de ce point de vue-là, il y a une responsabilité des administrations centrales et de la haute fonction publique. Et si je prends l'exemple des journalistes, moi j'ai été témoin depuis 4 ans de lois pour lesquelles un amendement rédigé par une opposition qui était bien fait, qui était fondé, qui était pertinent, en fait était réécrit pour qu'il passe pour un amendement de la majorité. C'est entre autres parce que si je me retrouve invité sur votre plateau ou à la télé et qu'un journaliste me dit « Alors vous êtes tellement des amateurs que vous avez besoin de l'opposition pour améliorer vos textes », je suis en position défensive. Et évidemment, c'est-à-dire que ce qui est mis en scène, c'est des combats de gladiateurs, des querelles d'ego et des personnalités. Il n'y a pas, dans le commentaire de la vie publique, la web-série que j'ai produite avec Alain Lambert, il y a eu quelques retombées presse. Moi, je considère, alors, je m'en fous que ça soit mon nom et Alain Lambert, encore plus, je vais vous dire, il est très au-delà de ça. Mais le contenu de ce qu'on raconte, ça devrait être un sujet quasiment permanent. C'est quand même grave ce qu'on décrit. Alors, monsieur le député, il nous reste à peine 2 minutes et très important de parler de 2-3 petites choses importantes. Je tenais quand même à vous faire part ici qu'on a eu à débattre durant cette mandature du président Macron de plusieurs sujets qui est quand même offusqué notre public qui est principalement évidemment français, de confession musulmane pour beaucoup, notamment les lois contre le séparatisme, etc. On a l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de lois dites liberticides qui ont été votées durant cette mandature et autant on était agréablement surpris du candidat Macron qui avait été assez tranquille sur le sujet, qui n'avait pas été clivant. Là pour le coup vraiment durant la mandature on retiendra, j'allais dire, quelques lois qui quand même risquent de peser pour demain. Deuxième chose pour la Covid-19, là on en parle beaucoup. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'élargissement, à la généralisation du pass sanitaire pour combattre ce virus? La vaccination est-elle le seul moyen pour en terminer avec ce fameux virus et ces fameux variants, monsieur le député? La vaccination est le seul et unique moyen pour vivre en paix avec ce virus. Nous vivrons avec, nous connaîtrons une 4e vague, c'est absolument, je le tiens pour certain. Et peut-être une 5e et peut-être une 6e. Donc le seul moyen de ne pas restreindre à nouveau les libertés, sortir de l'état d'urgence, ne reconfiner personne, ce qui pour moi serait absolument impensable, c'est de mettre le paquet sur la vaccination à titre personnel. Les restrictions pour ceux qui ne sont pas vaccinés, monsieur le député, parce que ça va poser problème à ceux qui ont pris le risque quand même de se faire vacciner. Passe sanitaire effectivement étendu, obligation vaccinale pour un certain nombre de professions et en premier le personnel soignant, parce que nous n'avons peut-être pas été assez bons. Je pense que nous avons loupé le début de la campagne de vaccination. Il y a eu des erreurs, c'est évident. Je pense qu'une partie d'entre nous et de l'administration a été trop craintive par rapport à ce qu'était la position par rapport au vaccin. Que ça a la population il nous reste
Mais nous n'avons plus, mais trinqué, on a tous trinqué depuis 1 an et demi. Non, je parle de l'obligation. En fait. Mais alors, je parle de l'obligation pour une certaine catégorie de professions dont il n'est pas acceptable que ça puisse être des foyers de cluster, pour accélérer la vaccination, pour enrayer, parce que on sait que le vaccin n'enraye la circulation du virus qu'à un peu plus de 50%. C'est pour ça qu'on aura certainement une 4e vague. Monsieur Descrozaille, dernière question, est-ce que vous raccrochez, est-ce que vous continuez en 2022 ? Oui, je continue, oui. Je vais me battre pour que Emmanuel Macron soit réélu. Rendez-vous l'année prochaine pour éventuellement venir nous présenter votre programme, bien entendu, à l'occasion des législatives. Merci, monsieur le député. Avec plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Restez avec nous sur France Maghreb de l'ELGF. Poursuit dans un instant. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, c'était évidemment un bel entretien. Moi j'ai bien beaucoup aimé avec monsieur le député. C'est pas parce qu'il est encore là, mais en tout cas, voilà, c'est bon aussi de les entendre. On les entend pas assez souvent les députés. On entend beaucoup trop les pseudo-spécialistes sur les plateaux de télé. Il serait peut-être bien aussi que les journalistes invitent les députés, ceux qui sont sur le terrain, les sénateurs aussi. Comme demain, on aura un sénateur dans notre studio. Voilà, donc c'est bon aussi d'aller à la rencontre de ceux qui votent les lois et qui sont très importants et qui ont un rôle important. Même si on a tendance un petit peu à l'amoindrir ce rôle, mais il est très important et il faut savoir discuter avec eux. Et j'ai envie, vous savez, m'est venue l'idée, comme ça, et comme je le disais tout à l'heure à Razik, les idées qui viennent spontanément sont souvent les meilleures. Je vais, moi, dès la rentrée, pourquoi pas, ou peut-être plutôt pendant la campagne législative, inviter les députés à venir répondre aux questions des auditeurs. Le peuple, vous voyez, les peuples a des questions à poser. Le peuple ressent des choses et parfois peut-être qu'il y a certains députés ou certains sénateurs, voire certains ministres qui sont déconnectés d'une certaine réalité et il est peut-être bon aussi qu'ils puissent parler avec les gens, qu'ils puissent entendre leurs doléances, leurs réclamations, ce qu'ils ont sur le cœur. Ça peut être parfois un peu brutal, mais c'est bon à entendre et ça peut être bon aussi pour eux, pour leur expérience, l'enrichir et peut-être pour faire porter une voix qui n'entendent pas forcément peut-être dans les couloirs de l'Assemblée, même s'ils sont, il faut bien le dire, dans leur circonscription et donc à la rencontre aussi de leurs électeurs. Mais bon, voilà, on va lancer ce concept, ça peut être très intéressant que le peuple puisse parler, on pourrait appeler ça allô monsieur le député, allô monsieur le sénateur, et qu'ils puissent poser leurs questions voilà, directement et faire ressortir leurs choses. En tout cas, merci à monsieur Descrozaille d'être venu sur France Maghreb 2. C'était un bon entretien. Ouais, voilà. Alors, on va parler sans transition aucune d'un personnage politique, pour le coup, remarquable. Un certain Manuel Valls. Manuel Valls, qui vous le savez, tout le monde le sait, a été Premier ministre. On se souvient évidemment de tout ce qui s'est passé durant son passage à Matignon. Hein, bien entendu, il a été aussi ministre de l'Intérieur. Ça ne s'invente pas. Il a été maire d'Evry, dans le 91. Député. Il a vite changé de cap. Il a été député, absolument. Député. Il a eu plusieurs fonctions. Son dernier mandat. Mais on peut dire que depuis son départ de Matignon, c'est-à-dire depuis décembre 2016, eh bien, ça a été très animé. Après d'ailleurs que François Hollande, vous en souvenez, a annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat. Il entendait alors lui succéder à l'Élysée, une première dans l'histoire de la Ve République. Le socialiste participe à la primaire de la gauche, vous en souvenez, à laquelle il n'était pourtant pas favorable. Enfariné à Strasbourg, il a été aussi giflé, vous en souvenez. Le candidat a connu une campagne assez compliquée. Arrivé presque 5 points derrière Benoît Hamon au premier tour avec 31% des voix. Il est largement battu au second tour de plus de 17 points par Benoît Hamon. Évidemment, le socialiste qui ensuite décide de ne pas soutenir Benoît Hamon, alors que normalement on soutenait le vainqueur. Il a décidé donc de soutenir Emmanuel Macron. La règle de la primaire, on rappelle, était claire en y participant. Les prétendants s'engageaient à soutenir le vainqueur. Valls fait fi de la consigne, puisque sur le plateau de BFM TV, il appelle à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Le même jour, dans un entretien dans Nouvel Obs, eh bien, il est même prêt à travailler avec François Fillon,
et à trouver des compromis dans l'hypothèse d'une victoire de la candidate de la droite au lendemain du premier tour de la présidentielle. Et bien Valls confirme son soutien à Emmanuel Macron. Voilà, nous devons être prêts à le soutenir, avait-il dit, à l'aider, à participer à cette majorité, il s'adressant à sa famille politique. Voilà, donc son refus d'ailleurs, on s'en souvient, de soutenir Benoît Hamon lui vaut l'ouverture d'ailleurs en avril d'une procédure disciplinaire en vue de son exclusion du Parti socialiste. Le député donc socialiste qui est passé donc chez LREM et ensuite il y a eu les législatives, évidemment. Manuel Valls, candidat à sa réélection dans l'Essonne. Mais le député PS souhaite obtenir l'investiture de La République En Marche. Je serai candidat à la majorité présidentielle, avait-il dit, annonce-t-il, un peu vite sur RTL. Eh bien, sauf que La République En Marche en avait décidé autrement. N'entendait pas de cette oreille, visiblement, puisque ayant déjà effectué 3 mandats parlementaires, l'ex-premier ministre ne répond pas aux critères fixés par LREM. Sa demande est donc rejetée. Il n'a quand même bénéficié d'un traitement de faveur, puisque LREM n'a présenté face à lui aucun candidat. Donc il a été réélu d'une très courte tête, on s'en souvient, avec 50,3% des suffrages exprimés. Il ne compte que 139 voix d'avance face à la candidate de la France Insoumise, Farida Amrani. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque évidemment il a eu une envie d'évasion, notre ami Manuel Valls. Il est parti en Espagne, aux législatives, au municipal, à Barcelone. Là aussi, il a été battu. Il entendait rester et continuer à soutenir évidemment bien la Catalogne, donc Barcelone. Et puis voici qu'il y a eu un petit revirement, qu'il a sorti un livre d'ailleurs, et qu'en mai dernier il décide finalement je me sens quand même plutôt français. Donc du coup il a raccroché les crampons à Barcelone pour revenir en France. Alors on pressentait qu'il voulait se faire entendre pourquoi pas devenir ministre ou peut-être peser dans la présidentielle. Eh bien non, que nenni. Il est très surprenant ce type, puisqu'on apprend pas plus tard qu'il y a 2 jours qu'il sera chroniqueur sur BFM TV et RMC aux côtés de Apolline de Malherbe dans la matinale. Alors pourquoi RMC ? Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi il va à RMC ? Eh bien je vais vous expliquer. Le conseiller politique à Matignon n'est autre que le compagnon de Apolline de Malherbe. Comme quoi, finalement, c'est tout un arrangement entre amis, et que Manuel Valls puisse aller dans la matinale une fois par semaine chez Apolline de Malherbe, ça a été aussi simple qu'un coup de fil finalement avec son ancien conseiller à Matignon, qui n'est autre, je le rappelle, le compagnon de Apolline de Malherbe, la présentatrice de la matinale de RMC. Petite réaction, mon Rudy Kazi, sur le personnage Manuel Valls, qui pour le coup met tout le monde d'accord. Il y a un rejet collectif de ce personnage. Oui, c'est à n'y rien comprendre en fait. Ça se pose. Je vous ai dressé là vite fait voilà. Ah oui, non, mais là en long et en large, c'était très exhaustif, très complet. Non, c'est en fait. Je me pose la question, comment est-ce que lui, dans son état, dans son esprit, il dresse en fait sa trajectoire politique en fait pour ne faire fi de la manière dont il peut être perçu déjà par la classe politique, mais surtout par les Français. Comment voter pour une personne qui a autant, un peu comme une girouette, etc. Quelle est sa ligne politique, quels sont ses idéaux, qu'est-ce qu'il incarne, etc. Là, en fait, on est vraiment dans l'incarnation de cette politique électoraliste à souhait, tu sais, souvent que je décris dans la radio, c'est-à-dire en fait des politiques qui n'ont pour seul objectif que de développer une carrière politique et donc de se faire réélire et réélire à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a apporté franchement à la France sur ces années où il était Premier ministre ? Qu'est-ce qu'il a apporté de concret ? Non, moi j'en ai assez en fait de ce type d'homme politique qui en plus pense avoir comme une voix qui doit se faire entendre aussi dans la population. Benzema en équipe de France, on en parlait tout à l'heure, Valls n'y est pas étranger. Il était contre effectivement son retour en équipe de France. Il a même outrepassé son rôle. Je veux dire, c'était pas au Premier ministre de se mêler de cette affaire-là. Ouais, bon après, il a outrepassé son rôle, c'est vrai. Après maintenant, quand tu regardes la FFF... Voilà, ils sont un petit peu trop proches du gouvernement. C'est comme l'indépendance de la justice. Hein. Bon, bref. Donc, je comprends pas. C'est un ovni en fait de la politique, mais qui fonctionne pas dans le bon sens du terme. Tu vois, comme au foot, on dit il y a des extraterrestres. Messi, Ronaldo, lui c'est un extraterrestre, mais qui n'apporte pas de choses intéressantes sur le plan politique et aussi pour l'essor de la nation. Donc, franchement, c'est de la déchéance, Razik Métiche, le parcours de Manuel Valls. C'est une
une lente descente aux enfers. Hein. Ouais. Et on en est spectateur, malheureusement, à notre détriment. Mais lui, il s'en fiche, c'est ça. Mais comment il arrive pas à comprendre? Il a l'air même d'être content de ses bêtises. C'est quand même incroyable. Manuel Valls, pour moi, il personnifie l'opportunisme et la trahison en politique. C'est quelqu'un. On l'a vu lors des primaires. Il faut se rappeler que lors d'autres primaires, c'est quelqu'un qui à peu près représentait 4% du PS. C'est ça. Donc c'est vraiment une anecdote au PS. Il représentait la tendance dure droitière du PS. Il a fini son raisonnement et sa mue pour finir à droite de l'échiquier politique. Quelques éléments aussi pour tracer le niveau du personnage. Il a quand même été Premier ministre de la France, pour dire qu'il a eu le droit il a eu le droit à une carrière politique d'envergure. Il a choisi de trahir tous ses engagements et le petit papier qu'il avait signé concernant les primaires, il l'avait mauvaise d'avoir perdu contre Benoît Hamon. J'avoue, en tant que Premier ministre, ça doit faire très mal pour l'ego de perdre devant quelqu'un qui sort quasiment du sérail et dont la seule idée était de donner le revenu universel. Comme l'avait dit Julien Cazard, c'est un peu comme perdre contre Oui. Enfin, c'est presque rédhibitoire. Ouais. En Espagne, il a voulu faire une carrière politique. En Espagne, ils n'ont pas eu notre patience. Ouais. Ça veut dire, lorsqu'il a défilé avec l'extrême droite, parce qu'il n'a pas eu peur de manifester avec l'extrême droite, les gens lui ont demandé mais de quel bois politique il était fait. Ouais. Lorsqu'il revient en France aujourd'hui pas plus tard qu'avant-hier, il a demandé, et là je me pince pour le dire, il a demandé de faire un barrage républicain contre ses anciens amis. C'est ça. Ça veut dire Audrey Pulvar, Julien Bayou, etc. Il fallait faire un barrage républicain, peut-être même se servir de Jordan Bardella. Moi, je trouve qu'il n'avait pas complètement. Après, il faudra m'expliquer m'expliquer que Clémentine Autain, c'est une dangereuse révolutionnaire. Tu pourras, on pourra. Oui, non, mais après ça c'est exagéré. Mais il n'y a pas d'alliance idéologique entre la gauche, PS et la France insoumise. Oui, mais après c'est un élément de langage de Pécresse que de dire que le giron républicain c'était de faire barrage au front de gauche. On nous a toujours appris quelque part en tant que citoyen du XXe siècle et du XXIe siècle que le barrage républicain était fait à l'endroit de l'extrême droite. Oui, c'est quelqu'un qui a eu toujours tort sur tout. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir à quel point la République et le monde médiatique récompense les médiocres et les opportunistes. C'est ça. Parce que c'est ça qui est assez drôle. Manuel Valls, plus t'as rien à dire, plus t'es dans les médias. Comment le dire, je vais rester poli, je me contrecarre de son avis. Ça veut dire même pour faire cuire, pour une cuisson, pour un match de foot ou pour de la politique, ce que pense Manuel Valls m'importe peu. Et là aussi, il faudrait que peut-être que les élites qui nous gouvernent se rendent compte qu'ils sont totalement déconnectés du pays réel. Ça veut dire lorsque vous montez Natacha Polony et Manuel Valls en pensant que vous allez faire de l'audimat sur une année présidentielle avec Apolline de Malherbe, réellement c'est le monde des médiocres et le monde de l'entre-soi. On le voit, elle a perdu énormément d'auditeurs depuis qu'elle a repris après Bourdin. Rudy, attends, ça m'intéresse ce que tu viens de dire. Je saisis la perche là. Pourquoi il n'avait pas tort, Manuel Valls? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que par rapport au fait qu'il a appelé à voter Valérie Pécresse. Le ton de ta question est marrant, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi la France insoumise? C'est les dangereux personnages qu'il faut absolument éviter? C'est pas parce qu'en fait c'est un. Tu me fais du Bourdin là. Non, pas du tout. Non. J'essaie de comprendre en fait. Non, mais y a pas de souci. Non, mais inversé. Ouais, non, mais en fait, quand tu vois que la France insoumise a toujours refusé des alliances avec le PS par rapport aux conditions que eux ils émettaient, et puis là d'un coup ils font une alliance infortune d'ailleurs qui n'avait pas, à mon avis, grand avenir. Tu vois qu'on est vraiment dans l'opportunisme politique. Donc maintenant, quand pas du tout. C'est un précurseur de ce qu'on verra à terme. Bien sûr. Oui, voilà, mais ça reste de l'opportunisme politique pour moi. Parce qu'en fait, ils sont tous opportunistes, y compris Valérie Pécresse. Hein, non, mais d'accord. Mais je veux dire, Valérie Pécresse, elle a une ligne de droite qui corrèle avec la droite. La France insoumise et le PS, ils se sont souvent battus l'un contre l'autre avec des positions plutôt inversées. Donc là, maintenant, en fait, qu'ils fassent fi de rassemblement, non? De quoi? C'est à saluer une intelligence de rassemblement, je trouve. Bah, bien sûr que c'est à saluer, sauf que là, c'est pas comme s'ils se retrouvent. Tout, en fait, entre Mélenchon et la France. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Donc là, c'est pas, d'accord, mais c'est pas comme s'ils se retrouvent sur des items en particulier, ils ont juste dit, on fait équipe ensemble, mais ils ont pas fusionné leur programme. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je dis que sur ce point de vue, Emmanuel Valls n'a pas forcément tort. Il a tort sur tous les autres sujets, mais sur ça, il a pas tort, parce que moi, j'aime pas trop aussi, on est là, dès qu'on dit qu'il y a un truc, etc., qu'il a pas tort, ça veut dire qu'on est d'accord avec Valls. Attention quand même au
raccourci. Donc non, mais après le problème d'Emmanuel Valls, c'est que c'est quelqu'un caractérise bien son parcours hein, d'appeler à voter Valérie Pécresse. Mais tu vois, c'est quelqu'un. Pour l'ancien de gauche. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas. Pardon, juste si je peux terminer, s'il te plaît, Razik. Moi, je pense que le problème de Emmanuel Valls, c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien l'univers, le monde politique, et qui n'a aucune idéologie, qui va juste par ambition. Tout le monde est ambitieux. Opportunisme. Par opportunisme, par ambition. Après, tout le monde est plus ou moins opportuniste, comme tu le disais tout à l'heure. Faut sauf que là, ambition pour aller aux côtés de Pauline de Malherbe. Mais sauf que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui maîtrise vraiment en fait la politique, qui maîtrise le réseautage en politique, qui maîtrise la façon aussi, tu vois, de faire pression un petit peu pour se mettre bien, avoir le poste qu'il faut, etc. Donc forcément, ça donne un personnage qui n'a rien à voir avec les aspirations des Français, mais rien à voir. Et pourtant, ça reste un élu qui a commencé quand même presque au plus bas de l'échelle. Il a été conseiller municipal, il a été adjoint au maire, il a été maire, etc. Mais on voit en fait que son ambition et son opportunisme en fait l'avaient très tôt finalement coupé en fait du monde réel, puisque à l'entendre et à voir ses agissements, on voit qu'il n'est pas du tout au fait. Est-ce que tu sais, mon Rudy, vas-y, il y en a de plus en plus des gens comme ça. Est-ce que tu sais qu'Emmanuel Valls était planté des oliviers pour la Palestine lorsqu'il était maire d'Evry? Ça dans 91, bien sûr, je le savais. Ça a été quelqu'un, mais c'est pour ça que c'est assez rédhibitoire. Et ensuite, il a complètement enlevé. Il a trahi tous ses engagements. Il se sentait très très proche d'Israël par rapport à son ex-épouse. Oui, bien sûr. Il a été un mois Israël. Après, il a le droit, mais sauf qu'effectivement, encore une fois, on passe d'un extrême à l'autre. Aucune ligne politique, ambition, tout ça. Alors, j'ai une question à vous poser, messieurs, parce que bon, c'est vrai que le temps passe vite et que j'ai Libertad dans un instant et que le peuple souhaite s'exprimer et souhaite peut-être vous rentrer dedans, vous marcher dessus dans un instant, je ne sais pas. Restons ensemble, bien sûr, comme ils souhaitent. C'est eux les rois, c'est les auditeurs. 01 40 33 9000 dans un instant. Question par rapport à ces nouvelles mesures qui peut-être risquent d'arriver au vu de la situation qui se dégrade, notamment avec l'apparition de ce fameux variant Delta. Hier, on parlait de la catastrophe en Tunisie. On avait Nasser Lajili qui était sur place en Tunisie. Je peux vous dire que c'est vraiment catastrophique. On rappelle d'ailleurs les infos de Nasser Lajili. Confinement généralisé pour la Tunisie le week-end à partir de samedi. Couvre-feu dès 20h. Une situation qui approche les 100% de taux d'occupation des lits de réanimation en Tunisie. Manque d'oxygène. Enfin, c'est vraiment une situation on ne peut plus catastrophique. Pour le coup, on revient en France avec ce variant Delta qui inquiète, avec un nouveau conseil de défense dès lundi à l'Elysée, et peut-être de nouvelles mesures de restriction qui vont être annoncées. Alors là où je me pose la question, moi, est-ce que ces mesures de restriction, est-ce que vous êtes favorables, messieurs, à ce qu'elles concernent uniquement les non-vaccinés, à ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, et ils ont leur raison, ils ont leurs droits, j'ai envie de dire, mais ceux comme nous, par exemple, qui avons fait le choix de se faire vacciner, de prendre nos risques, il n'y a pas de raison, et j'entends déjà d'ores et déjà des voix s'élever en disant, moi, je suis vacciné, j'ai pris le risque, je n'accepterai aucune restriction parce que j'ai joué le jeu et que ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, bien, assument. Pour le coup, assumer, ça ne suffit pas de parler, il faut que ça soit aussi traduit par les actes. Est-ce que vous êtes favorable, Razik Métiche ? Non, j'aime pas la discrimination, même si elle est fondée sur un item médical, pour moi, ça relève d'une discrimination, même si c'est le choix de chacun. Je comprends la colère des gens d'avance, là ? Je comprends la colère des gens d'avance, mais je pense qu'on a loupé le coche de la persuasion. Que l'on se remette à essayer de persuader les gens de se vacciner, que l'on n'impose pas l'obligation à tous et que chacun y mette un peu du sien. Je pense qu'on a mis de côté, dès le début de la crise et jusqu'à maintenant, des personnages essentiels de la médecine, qui sont les médecins généralistes, les médecins de famille, qui ont l'oreille et qui ont la confiance de leur patientèle. Ouais. Et il faudrait peut-être qu'ils jouent un rôle un peu plus grand pour essayer de nous sortir de la nasse, parce qu'on n'en peut plus en réalité. Les pseudo-spécialistes sur les plateaux, ça suffit aussi. Ils commencent à nous fatiguer. Tous ces gens, effectivement, qui nous prévoient à chaque fois le pire. Rudy Kazi, est-ce que tu es favorable, par exemple, à ce que ces restrictions ne concernent que les non-vaccinés ? Non, moi je suis pas favorable. Déjà, tout à l'heure, les députés. Parce que t'es pas vacciné, peut-être. Non, je le suis pas, non. Ah, donc voilà, forcément, t'es concerné. Mais moi, qui suis vacciné, par exemple, Rudy, qui ai fait le choix de faire vacciner, parce que voilà, pour mes raisons à moi, j'ai joué le jeu. C'est-à-dire qu'on nous demande massivement de se faire vacciner. Personnellement, je te dis honnêtement, je n'accepterai aucune restriction. Parce que j'ai fait. Donc, si vous. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, on monte les Français les uns contre les autres. Si des gens comme toi décident de ne pas se faire vacciner, et tu as tes raisons et je te respecte, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Mais par contre, les restrictions, ce sera pour toi, pas pour moi.
Bah là, tu vois, tu tombes dans le piège du gouvernement. Je tombe pas dans le piège. Bah dans si, aucun tu piège. tombes dans le piège. Et ce que je te dis là. Alors, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de ce des que gens qui sont en train de s'exprimer. Tu m'as donné la parole il y a 2 secondes. J'ai même pas fini, on va en placer une. Il y a déjà des appels derrière. Laisse-moi finir et ensuite tu vas donner la parole aux auditeurs. On a le droit de se couper la parole ici. Tout à l'heure, mais au moins que je puisse aller jusqu'au bout, sinon c'est plus un débat. Tout à l'heure, le député disait, il faut qu'on atteigne 50% au moins de la population pour éteindre effectivement la diffusion du virus. Je suis désolé, en Angleterre, on a dépassé les 50%. En Israël aussi, le virus persiste quand même, en tout cas le variant Delta. Oui, mais il y a moins de versions je graves. Je termine, s'il te plaît. Il n'y a pas de Non, mais il faut dire aussi les choses jusqu'au bout. Il faut dire les choses. Les choses, je peux les dire. Est-ce que ça doit venir de toi ou ça doit venir de moi? Non, moi je le précise aussi. Respecte-moi maintenant et laisse-moi aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire, s'il te plaît. Parce que là, ça veut dire que, encore une fois, toi-même, tu tombes finalement dans cette catégorisation qui pousse en fait à éteindre la parole des personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées. Moi, j'en fais pas un dogme. Fais-moi pas ce procès. Je n'en fais pas un dogme politique. Les gens veulent se faire vacciner, qu'ils le fassent. Les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils ne se fassent pas vacciner. L'important au départ, c'était de vacciner les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui avaient des comorbidités. Les jeunes ne font pas de forme grave du virus. Ça veut dire en fait que ça les touche. Et puis après, des fois, avec les formes asymptomatiques, ils sont même pas au courant qu'ils sont vaccinés. Et dans la mesure où ceux-ci peuvent être porteurs du virus et contaminer d'autres personnes qui aujourd'hui sont davantage vaccinées, je vois pas où est l'intérêt de rendre le vaccin obligatoire. C'est ça la réalité. Et on rappelle encore une fois que c'est une maladie qui tue 0,05% de la population. Donc, à un moment donné, il faut sortir de cette hystérisation. Il faut prendre la mesure effectivement de la maladie. Moi, j'ai des proches qui sont décédés de la Covid-19, ok, et ils étaient dans la cible. Donc, ça veut dire que moi, j'ai aussi été touché émotionnellement par la chose. Donc, voilà, on va pas non plus être dans cette dualité, pas vacciné, pro-vacciné. Non, tout ça, c'est des bêtises. Faut arrêter en fait de monter le gouvernement, plutôt les Français les uns contre les autres. On fait tous face à cette épidémie. Mais oui, mais en fait, finalement, c'est une instrumentalisation. Et c'est ça qui est malsain. Il y a une tendance, effectivement, un petit peu gendarme ou policière dans cette façon d'exercer le pouvoir. Et du coup, même notre vie n'est plus rythmée que par la Covid-19. Le gouvernement ne gouverne plus que par le prisme du Covid-19. Tu as raison. À un moment donné, faut que les Français puissent vivre en liberté et aussi ne pas se discriminer les uns les autres, franchement. Comme Rudy, pardon, mais plein de gens commencent à dire, là, à l'attente peut-être de nouvelles restrictions et de cette 4e vague qui approche à grands pas fin juillet, nous dit-on, d'après les pseudo-spécialistes ou les épidémiologistes qui s'expriment à longueur de plateau. D'ailleurs, on se demande ce qu'ils font dans leur vie. Ils passent leur temps à la télé plutôt qu'à faire des recherches, je ne sais pas. Il devrait y avoir plus de députés qui parlent. C'est ça. Mais la question qui se pose, c'est que voilà, il y a des gens, quand on va leur dire, voilà, peut-être qu'il va falloir réinstaurer un couvre-feu à partir de 20h, je dis des bêtises, ou peut-être un confinement localisé selon les endroits, bah t'as des jeunes notamment qui vont dire stop, c'est bon, on s'est fait vacciner, on nous a incités. Mais c'est l'échec, allez vous faire voir avec vos trucs, quoi. Ce sera l'échec du gouvernement, tu sais pourquoi? Parce que si les Français, parce que peut-être que le gouvernement joue là-dessus pour se dire, ah ouais, comme ça va mettre la pression sur ceux qui ne sont pas vaccinés et ils vont aller se vacciner. Non, au contraire, ce que ça va faire, c'est que ça va monter les Français les uns contre les autres. Ça va créer un climat encore plus délétère. On parle d'ensauvagement de la société, mais ils sont en train de créer de l'ensauvagement. D'ailleurs, quand tu obliges une personne à faire quelque chose contre sa volonté, toi-même tu t'ensauvages parce que quelque part tu es en train d'essayer de prédominer sur la vie de cette personne en faisant fi des libertés individuelles qui sont les leurs. C'est assez drôle, c'est en comparaison. On a tous eu à subir cette crise sanitaire. La société française a été une des sociétés les plus impactées par le Covid. Ça veut dire le confinement dès le départ a totalement perturbé psychologiquement, émotionnellement toute la France on s'en est jamais remis. Si on compare à l'Italie ou à l'Espagne, c'est pas le même traumatisme. En France, ça relève du trauma et on va avoir du temps à s'en sortir. Et aussi pour abonder dans le même sens, aujourd'hui sur le vaccin, hier c'était sur les masques. Combien de scènes j'ai vues où des personnes étaient prêtes à s'empoigner physiquement je l'ai vu. parce que le masque dépassait ou parce qu'il n'était pas mis. Enfin, faut que chacun garde raison et qu'on sorte vite de la crise. Dans un instant, Libertad, le peuple s'exprime 01 40 33 9000, coup de gueule, coup de cœur. Dans un instant, c'est possible. À tout de suite. Allez, c'est parti pour Libertad avec Razik Métiche, Rudy Kazi. Vous avez entendu des choses qui vous ont offusqué durant cette émission. Eh bien, c'est le moment de nous appeler au 01 40 33 9000 ou alors tout simplement nous faire part d'un coup de gueule, d'un coup de cœur, d'une réaction quelconque à l'actualité. Vous appelez, c'est sans filtre que nous vous répond au téléphone au 01 40 33 9000, 01 40 33
90 00, quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder. Évidemment, voilà, 08 92 23 99 50 si toutefois aussi vous souhaitez absolument passer, puisque ça peut éventuellement se bousculer au portillon. Donc c'est Libertad, c'est le petit moment de liberté qu'on offre en plus, j'allais dire, aux auditrices et auditeurs qui peuvent nous appeler maintenant pour intervenir, nous dire ce qu'ils veulent. 01 40 33 9000, allez-y les amis, vous avez quelques minutes. Alors essayez de faire court pour essayer de passer un maximum d'auditeurs et pour faire voilà, pour découvrir de beaux trucs. Alors on va décrocher tout de suite. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel? Alors c'est Abdelrahman de Saint-Omer. À Saint-Omer, c'est où Saint-Omer? 62. Ah oui, merci. Oui, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Abdelrahman? Alors, je voulais juste rebondir sur le sujet de Valls. Tout à l'heure, vous avez parlé de Valls. Ouais. Alors, vous avez tout dévoilé, sauf, moi, je rajoute une petite touche. Il faut pas oublier que sur l'affaire de Benzema, c'est lui qui a rajouté. Absolument. On l'a dit, Abdelrahman. Absolument. Ouais. C'est lui qui a fait pression pour que Benzema ne soit plus appelé en équipe de France. Exactement. Et Dieudonné aussi. Oui, c'est vrai qu'il a été son grand manager à Dieudonné, pour le coup, en 2014, on s'en souvient. Merci beaucoup, Abdelrahman. Pour savoir que le personnage, en fait, il est pas correct. Ouais. Tu pars en vacances, Abdelrahman, ou pas? Non, ça sera en vacances ici dans le coin. Très bien. C'est pour l'Algérie, tu sais comment ça se passe. Oui, on sait. D'ailleurs, vous avez vu, merci Abdelrahman, vous avez vu les images apparemment qui font scandale sur internet, c'est Shebaz Amonia, la chanteuse, qui passe devant tout le monde à l'aéroport, ça provoque une colère monstre des gens qui prenaient l'avion, et on peut le comprendre. Pas sûr que Zawania fasse les 5 jours d'hôtel, Razik. Ouais, je demanderais bien les images. Pour le coup, je suis pas sûr du tout. Ouais. Voilà, 01 40 33 9000, les amis, c'est Libertad. Voilà, comme Abdelrahman, vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit dans l'émission, vous avez un petit commentaire à faire, eh bien, n'hésitez pas. Allô, 01 40 33 9000, allez-y. C'est ah oui, bah non, si je raccroche pas le standard, ça risque pas de marcher. Voilà, 01 40 33 9000, il nous reste très peu de temps. Allez-y, c'est rapide, des amis. Il faut que ça soit rapidos. Voilà, vous souhaitez nous faire part d'un commentaire, d'un coup de gueule, d'un coup de cœur, d'une réaction par rapport à ce qui a été dit par nos chroniqueurs. C'est le moment de les interpeller aussi. 01 40 33 9000, 01 40 33 99 00. Comme tous les jours, durant les 5 dernières minutes. J'en profite pour vous annoncer que demain on sera avec le sénateur des Français établis à l'étranger. Il est de couleur politique Parti Socialiste. Il sera avec nous et c'est monsieur Jean-Yves Lecomte. Ça enchaîne les parlementaires. Hein. Ah ouais. Bah, on parle avec eux. Ça sent les élections. Bah oui, effectivement. C'est dans un an à peu près. Effectivement, ils viennent nous parler et voilà, c'est très bien ainsi. C'est bien. Et voilà, on a des petites questions à leur poser, des petites doléances à leur faire et voilà. On le fait avec bienveillance. Est-ce que vous pourriez demander aux députés, est-ce qu'ils ne considèrent pas Manuel Valls comme le liquidateur du PS? Ah, ça peut être bien ça. On lui demandera demain. Parce que depuis que Manuel Valls est parti, enfin c'est presque le dépôt de bilan. Le gars, il a une liste et tout. C'est ça, je liquide. Il a liquidé le Parti Socialiste Espagnol, ou je sais pas où il est parti. Il a liquidé l'idée d'indépendantisme. Ouais, c'est vrai. Donc là, il va liquider BFM. Attention, on a dépôt sur BFM d'ici 2 ans. Hein. Ouais, ça risque d'être chaud pour effectivement les audiences. Bon, on remet le couvert demain, les amis, pour Libertad et avec Farid Tamsamani demain et Tarek Mami pour terminer la semaine. Merci beaucoup, mon Razik. Ça va chauffer alors demain là. Ouais, ça va chauffer. L'équipe du vendredi. Voilà, exactement. Merci, mon Razik. La semaine prochaine, on choisit un jour pour le mercato. Avec plaisir. Et puis, merci beaucoup, mon Rudy. Et allez l'Italie pour la finale. Merci à toi, Christophe. L'Italie pour la finale, on est d'accord? Non, moi je dis allez Angleterre, moi. Forza Depuis Italia, 1966, ils n'ont pas eu de titre. Faudrait qu'ils gagnent un petit peu. Comment il a changé de veste. Tout à l'heure, il était pour l'Italie, maintenant il est pour l'Angleterre. Moi? Ouais. Non, gros respect à l'Italie. Franchement, mais l'Angleterre depuis 1966, c'est trop long. Franchement, faut. C'est qu'il y a une raison. Ouais. C'est qu'il y a une raison. Pourtant, c'est le pays qui a inventé le foot. Faudrait un petit peu qu'ils puissent gagner. On a inventé toutes les coupes, on a mis du temps à les gagner. Merci les gars, salut à tous, bonne soirée dans un instant. Medjahed, accompagné de l'Arabie Santé très belle Sarah dans un instant. Ciao tout le monde, salut.